un petit tour d'écran et je vous parlerai de l'ordre du jour. Donc, comme on est à distance, ce que je vous propose pour le tour d'écran, c'est d'écrire dans le chat vos prénoms, noms, la fonction et la structure à laquelle vous appartenez, et puis votre niveau de mouton quand vous pensez au numérique. Donc, je vous propose une petite échelle de mouton qui va de 1 à 9. Donc, n'hésitez pas à mettre le numéro qui correspond à votre mouton, donc c'est-à-dire à votre état d'esprit face au numérique. Donc, ça peut être tout à fait une interprétation personnelle. Donc, pour faire l'exercice de vive voix, pour ma part, je suis donc Faustine Faure. Je travaille comme chargée de mission auprès des associations au sein d'une structure qui s'appelle les Assembleurs et que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Et donc, en ce qui me concerne, pour le niveau de mouton face au numérique, je suis plutôt un mouton numéro 2, puisque moi, le numérique, dans l'ensemble, en général, ça va. On va dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas un super jour parce qu'il y a eu des petites difficultés avec Microsoft Teams, mais sinon, d'habitude, je m'en sors pas trop mal avec le numérique et c'est un outil que j'utilise vraiment aussi bien dans la vie pro que dans la vie perso. Voilà, donc je vous invite à faire le petit jeu, le petit exercice dans le chat. Ça permet de favoriser l'interconnaissance et puis ça permet aussi déjà d'appréhender quelles sont, vous, votre vision du numérique. D'ailleurs, Audrey, si tu peux me dire quels sont les numéros qui ressortent un petit peu. Audrey, tu vois, Ah oui, j'attends un petit peu que les personnes répondent. Alors, on a le mouton 2, le mouton 2 déjà pour l'instant, le mouton 7, le mouton 6. Avec une majorité de moutons 2 pour l'instant. Ok. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas le mouton numéro 3 ou le mouton numéro 4, parce que ceux-là, effectivement, ils ont l'air d'être plutôt fâchés avec le numérique. Mais en même temps, le mouton 7 n'est pas non plus très à l'aise avec ça, ou en tout cas, il y va à reculons, on dirait. Donc, en tout cas, merci de vous prêter à ce petit jeu. Pour l'ordre du jour, je vais d'abord vous parler du numérique un peu au sens large, et puis je vais resserrer vers l'enjeu d'inclusion numérique. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique finalement? Je vais bien évidemment vous présenter le rôle des assembleurs dans ce sujet assez vaste et quelques solutions clés en main pour des structures associatives et pas seulement d'ailleurs. Je propose le temps d'échange à la fin du webinaire parce que pour des raisons pratiques, ça me semble plus évident. Mais si Audrey, tu vois une question sur laquelle ça peut être pertinent que je réponde sur le vif, n'hésite pas à m'interrompre. Voilà. Très bien, je surveillerai le chat. Merci beaucoup. Ok, alors donc pour commencer, si on parle un peu de numérique, aujourd'hui, quand moi je parle du numérique avec une structure, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, que ce soit une entreprise ou une association, j'ai des réactions extrêmement variées, bien évidemment, mais dans le monde de l'action sociale en particulier, l'action sociale et médico-sociale, j'ai tendance à avoir des réactions plutôt négatives sur le numérique. Effectivement, on va avoir des réactions du type le numérique, ça a tendance à remplacer la relation avec le public et ça ne doit pas l'être puisque nous, on est dans un accompagnement social, on est dans un accompagnement humain, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. La dématérialisation des démarches administratives, c'est quelque chose qui nous est imposé, alors qu'en fait, il faudrait garder des guichets physiques. De toute façon, le numérique, nous, c'est juste un outil de travail. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas un enjeu qui nous concerne. On a déjà suffisamment à faire avec les publics qu'on accompagne, que ce soit pour les besoins de première nécessité, pour l'accompagnement social, pour l'accompagnement en termes de santé, pour l'insertion. Donc, voilà, on a plutôt dans l'ensemble, je dirais, des réactions qui sont plutôt sur pas du rejet, mais voilà, ça peut être une certaine forme de méfiance sur le numérique et qui est tout à fait entendable d'ailleurs. Il est vrai que la dématérialisation des services publics, la défenseure des droits l'a souligné dans son rapport il y a 3 ans et l'a rappelé dans la mise à jour du rapport cette année, qu'elle a tendance à toucher encore plus fortement
les publics les plus vulnérables. Donc typiquement, les publics qu'on peut se retrouver à accompagner quand on est une structure de l'action sociale, je dirais. Et ça concerne tout particulièrement les publics en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, les démarches administratives ne sont pas toutes accessibles. Aussi bien sur l'accessibilité en termes de contenu qu'en termes de matériel. Sur aussi les publics les plus précaires, les plus pauvres, les moins qualifiés, et puis aussi les publics en réinsertion. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte que quand on est dans un accompagnement des usagers, le numérique a plutôt tendance à être un frein qu'un bénéfice, je dirais. On a aussi des structures qui me parlent du numérique en termes de transition numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des process qui se transforment, des outils numériques qui s'imposent dans notre vie professionnelle, dans notre vie salariée ou bénévole, peu importe, et que parfois, certaines associations ont l'impression qu'elles n'ont peut-être pas pris à temps le virage de la transformation numérique. Elles se disent, ben voilà, j'ai l'impression d'avoir loupé le coche et qu'en fait, aujourd'hui, c'est partout, c'est devenu essentiel. Et nous, on n'est pas très au point en termes d'équipement, en termes de logiciels, même d'utilisation. Et donc voilà, en fait, finalement, le numérique pose énormément de questionnements. Et effectivement, c'est vrai que le numérique est devenu quelque chose qui accompagne notre quotidien. Ça fait partie de notre vie de plus en plus fortement. Ça s'est accéléré avec la crise sanitaire. Très clairement, aujourd'hui, ça peut être aussi bien pour accéder à nos droits, effectivement, donc tout ce qui est les services publics, ils sont de plus en plus en ligne. Ça peut être aussi l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès à la santé, même le transport, le lien social, les achats, la culture, tout se dématérialise de plus en plus et c'est véritablement un phénomène de société qui s'impose à nous. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas le subir et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de passer d'une transition numérique vers l'inclusion numérique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? Il y a un concept un peu, c'est pas que c'est nouveau, mais en tout cas, c'est de plus en plus utilisé et ça recoupe des réalités assez complexes parfois à appréhender. Donc, je vais essayer de vous en parler et de le vulgariser. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions au fur et à mesure. Si déjà, je vois qu'il y a des questions, Audrey, tu peux m'interrompre. En tout cas, si ça suscite aussi des réactions, n'hésitez pas à dire, bah oui, c'est vrai, moi, dans mon quotidien avec les usagers, c'est beaucoup plus compliqué depuis qu'il y a la démat. Enfin, n'hésitez pas à faire part aussi de vos témoignages, c'est toujours très intéressant. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'inclusion numérique, on fait notamment écho à un concept qui s'appelle la fracture numérique, ou plus exactement un concept qui est aujourd'hui un petit peu daté. On utilise un peu moins ce terme parce que c'est un terme qui fait écho à une vision un peu binaire de la société où d'un côté, il y a ceux qui ont accès au numérique et de l'autre côté, il y a ceux qui n'y ont pas accès. Alors qu'en réalité, nous, aujourd'hui, on va plutôt parler d'électronisme dans le sens où on peut avoir des publics qui n'ont effectivement pas accès à un équipement informatique à la maison, peut-être pas accès à Internet ou qui sont pas très à l'aise avec l'utilisation de ces outils. Et d'ailleurs, les deux réalités peuvent se recouper. Mais il n'y a pas d'un côté les personnes en situation d'électronisme, ce qu'on appelle les 20% de la société en difficulté avec le numérique, et les autres. En réalité, on peut tous, à un moment ou à un autre, être en difficulté avec le numérique. Preuve en est, juste avant de me connecter à ce webinaire, j'ai dû mettre à jour mon navigateur pour réussir à avoir le son. Donc, de fait, le numérique aujourd'hui, on peut tous être en difficulté à un moment ou à un autre avec ces outils, sur le plan de l'accès, sur le plan de l'utilisation. Et donc, c'est un changement de société auquel aujourd'hui la solution, c'est la médiation numérique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on considère qu'il y a une véritable urgence sociale à se positionner là-dessus, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20% de la population qui se dit éloignée du numérique. Sur les Hauts-de-France, ça représente 800 000 personnes. Et 2022, c'est une période charnière puisque c'est l'année où l'État avait annoncé que 100% des services publics devaient être dématérialisés. On arrive fin 2022
et on voit que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais effectivement, on est bien dans une période de transition où de plus en plus de démarches administratives se retrouvent dématérialisées. Et donc, il y a quand même un coup d'accélération qui manifeste de l'enjeu à prendre en compte le numérique. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le numérique est transversal et notamment pour l'accès aux droits, il y a une véritable urgence à prendre en compte les difficultés d'accès et d'utilisation du numérique. Aujourd'hui, nous, on se dit que pour ne pas subir le numérique, mais plutôt accompagner ce changement de société, on peut essayer de faire en sorte de trouver les solutions pour que le numérique puisse servir à une transformation de la société, une transformation au service de l'inclusion sociale de tous, au service de la transition numérique, de la transition écologique, pour aussi accélérer le développement des entreprises, des TPE-PME, le développement des associations, renforcer l'attractivité des territoires. Bref, en fait, nous, la vision qu'on partage aux assembleurs et dans beaucoup, avec beaucoup d'acteurs de la sphère de l'inclusion numérique, c'est de se dire qu'on peut faire en sorte que le numérique soit un levier d'épanouissement dans la société, mais pour ça signifie rendre le pouvoir d'agir aux citoyens. J'espère que je ne vous perds pas trop avec ces grands concepts. Je vais essayer d'apporter du concret à tout ça. Aujourd'hui, les publics, on a tendance à dire qu'ils sont concernés par la médiation numérique. C'est les seniors, évidemment. Ce sont les publics qui sont classiquement les moins à l'aise avec le numérique. Mais c'est aussi les jeunes, puisque les jeunes, aujourd'hui, peuvent être assez à l'aise avec l'utilisation d'un smartphone, mais peut-être beaucoup moins avec une recherche sur Internet, avec la création d'un CV, avec même la rédaction d'un mail. Et donc, finalement, on peut tous être, quel que soit notre âge, à un moment donné, en difficulté. C'est aussi le cas des élus, des professionnels de santé, des acteurs de l'éducation nationale, des acteurs associatifs, quels qu'ils soient. Donc, bref, nous, la vision qu'on a, c'est bien sûr que tout le monde a besoin d'être accompagné par ce qu'on appelle la médiation numérique. Donc, la médiation numérique, c'est quoi, par opposition avec l'inclusion numérique? Alors, avant de passer cette slide, déjà, la médiation numérique, c'est un ensemble très, très vaste d'acteurs, de compétences, de profils et d'offres de services. Aujourd'hui, c'est une filière d'activité qui tend à se structurer, à se professionnaliser. Et donc, ce qu'on appelle les médiateurs numériques, on les retrouve dans plein de lieux tout autour de vous, que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être que vous en avez une intuition, mais vous n'aviez pas forcément le mot derrière ce qui se passait à cet endroit. Donc, la médiation numérique, on va la retrouver classiquement dans les cybercafés, dans les cyberbases. On va la retrouver aussi, bien sûr, de plus en plus dans les centres sociaux, dans les CCAS, dans les médiathèques, mais aussi dans les accueils des communes, dans les accueils CAF, Pôle emploi, des impôts, même les accueils de banques et certaines mutuelles. Et puis aussi dans des lieux plus atypiques comme les Fab Labs, comme les tiers-lieux. Voilà, donc aujourd'hui, la médiation numérique se développe un peu partout en France, avec un vrai coup d'accélérateur à cause de la crise sanitaire ou grâce à la crise sanitaire. Et elle se résume en 4 grosses catégories, on dira. D'abord, un lieu qui va proposer de l'accès à un équipement, donc un équipement informatique et un accès à Internet. Un lieu qui va aussi proposer un accompagnement sur des démarches. Alors, ça peut être les démarches administratives, bien évidemment, mais ça peut être aussi des démarches numériques du quotidien, comme scanner un document, comme ouvrir une boîte mail, comme prendre un rendez-vous sur Doctolib. Voilà, ça va être souvent des services civiques ou des médiateurs numériques, quels qu'ils soient, qui peuvent effectivement accompagner sur ce type d'outils. Et il y a le gros morceau de la médiation numérique, qui est ce qu'on appelle la montée en compétences, aussi bien
pour apprendre le numérique de base, le b.a.-ba du numérique, que pour monter en compétence sur des éléments spécifiques, comme par exemple apprendre à utiliser Excel de manière professionnelle, comme aussi apprendre à utiliser, pourquoi pas, une imprimante 3D. Ça peut aller très loin en fait, hein. Là-dessus, le panel est extrêmement large. Ça peut être tout simplement prendre du recul sur l'utilisation des réseaux sociaux. Enfin, c'est toute l'acculturation aussi au numérique. Donc, on va dire qu'un lieu de médiation numérique ne proposera pas systématiquement toute cette offre de services, qui est d'ailleurs très, très vaste, mais il y aura souvent au moins un accès à un équipement et une personne qui est là pour accompagner, et c'est ce qu'on appelle un médiateur numérique. Audrey, tu me dis s'il y a des questions dans le chat? Pour l'instant, non, mais je pense que ça va venir par la suite. OK. Donc les lieux de médiation numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en retrouve dans beaucoup de typologies d'acteurs publics ou privés différents. On les retrouve aussi de plus en plus aujourd'hui dans des lieux mobiles, que ce soit dans des camping-cars, dans des bus, dans des vannes aménagées, ou simplement sous la forme de permanence mobile dans les salles des fêtes des villages, dans les salles des mairies, etc. Aujourd'hui, il y a une tendance du monde de la médiation numérique à aller vers les publics de plus en plus, notamment en zone rurale, pour essayer de couvrir le plus possible les besoins des habitants en allant justement lever les freins qu'il peut y avoir en termes de mobilité. C'est tout particulièrement vrai chez les seniors, chez les publics invisibles. Voilà, essayer d'aller au-devant de ces publics en proposant une offre de médiation numérique nomade. Bien évidemment, celle-là est peut-être moins visible ou moins connue qu'un lieu fixe et bien identifié. Donc, ça demande aussi de se renseigner pour savoir ce qui se fait, sur quel jour de la semaine et sur quel territoire. Mais voilà, moi, j'avais envie de vous balayer un peu ce portrait assez global de la médiation numérique parce que c'est typiquement une filière d'activité qui est encore assez méconnue aujourd'hui, qui tend à se renforcer et qui est une solution pour répondre aux difficultés qu'on peut avoir avec le numérique, que ce soit nous en tant que professionnels ou nous en tant que d'ailleurs qu'usagers du quotidien, et bien sûr les publics que vous accompagnez dans votre quotidien. Voilà. Ce que je vous propose là, c'est un petit portrait synthétique du secteur de l'inclusion numérique, parce qu'effectivement, c'est un écosystème extrêmement dense qui tend justement à se renforcer depuis 2 ans et dans lequel on peut avoir du mal à y voir un peu plus clair. Donc, je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Vraiment, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donnera peut-être quelques noms, quelques éléments un peu plus concrets en tête. Donc, pour commencer, on a les médiateurs numériques qui interviennent sur le terrain. Donc, classiquement, on va avoir Emmaüs Connect, qui est un acteur incontournable sur ces sujets. On va avoir les centres sociaux qui font partie du dispositif Centres sociaux connectés, dans lesquels on va pouvoir retrouver aussi des médiateurs numériques. On va avoir les conseillers numériques France Service. Donc ça, c'est tous les nouveaux médiateurs numériques qui sont arrivés grâce au plan France Relance entre l'année dernière et cette année, et qui vont continuer d'ailleurs à arriver, puisqu'il y a eu une annonce le mois dernier d'un recrutement de 4000 conseillers numériques France Service de plus par rapport aux 4000 premiers. Vous avez aussi les France Service, à ne pas confondre avec les CNFS que je viens de citer, etc., etc. Donc, il y a énormément d'acteurs qui interviennent sur le terrain. Ça peut être des toutes petites structures, ça peut être des plus gros mastodontes de la médiation numérique, je dirais. Ça peut être intéressant de les découvrir pour savoir vers qui orienter vos publics en difficulté. Après, il y a bien évidemment un rôle d'animation et de structuration de tout ce réseau qui est porté d'abord à l'échelle locale par les collectivités, tout particulièrement la région, bien sûr, les départements et toutes les intercommunalités qui ont la compétence sur le numérique. Il y a aussi les assembleurs que je vous présenterai tout à l'heure. Nous, on est le hub de l'inclusion numérique. Et puis les têtes de réseau comme l'URIOPS, évidemment. De la même manière,
À l'échelle nationale, on va retrouver plutôt des acteurs de l'État, hein, l'Agence nationale de la cohésion, de la cohésion des territoires pardon, et son bras armé, la Banque des territoires, ainsi que la coopérative de la Mednu. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de leurs actions. C'est notamment la NCT avec la Banque des territoires qui ont propulsé le dispositif des conseillers numériques France Service. Et enfin, pour vous citer quelques éléments concrets que peuvent déployer certains de ces acteurs, j'ai mis quelques solutions en bas à gauche, mais je vais revenir sur certaines d'entre elles juste après. Donc, je ne vais pas vous noyer tout de suite. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, il y a des interventions dans le chat ou quoi que ce soit? Non, pas pour l'instant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai le relais. Moi, je voulais juste dire, j'ai la version Teams logiciel et j'ai pas accès au chat. Ah, bah, comme moi. Alors, est-ce que vous avez une question en live ou une réaction? Non. Bon. Pas pour le moment. N'hésitez pas. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler des assembleurs pour que vous compreniez notre rôle dans ce secteur, que vous découvrez peut-être. Donc les assembleurs, on est une structure relativement récente, donc pas de panique si vous n'en aviez jamais entendu parler. On est né en 2019 d'abord sous la forme d'un consortium, donc on n'était pas encore une structure à part entière, on était plutôt un dispositif qui était porté par la région des Hauts-de-France, par le SILAB, c'est un laboratoire d'innovation sociale à Lille, et POP, c'est un collectif de l'ESS. Et ensuite, on est devenu une association de manière transitoire et plus récemment, on a pris le statut de SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est un statut qui nous permet d'avoir une gouvernance très ouverte avec des collèges par typologie d'acteurs. Donc, c'est comme ça que nous, on fonctionne avec l'ensemble des partenaires qui contribuent à notre activité au quotidien, qui font partie de notre gouvernance au sein de la SIC. Voilà, c'était simplement pour vous expliquer qui on est en termes de structure. Après, pour vous développer un peu plus nos missions, on est ce qu'on appelle un hub numérique inclusif. Donc, ça fait beaucoup de gros mots dans une grande phrase. Je vais essayer de synthétiser. Grossièrement, on a 3 axes d'intervention et puis un axe plus transversal. D'abord, on accompagne les stratégies d'inclusion numérique. Là-dessus, c'est plutôt les stratégies qui sont portées par les collectivités territoriales, puisque ça fait partie de leurs compétences, d'avoir une stratégie en termes de médiation numérique à l'échelle de leur territoire. Ça signifie identifier l'offre existante, les éventuels trous dans la raquette, et puis nous, on est là justement pour les accompagner dans le déploiement d'une stratégie de médiation, d'inclusion numérique la plus cohérente possible, notamment avec les passes numériques, je vous en parlerai justement tout à l'heure. Puis, on a un deuxième rôle, c'est plutôt sur la montée en compétences des acteurs. Là-dessus, nous, on accompagne la montée en compétences des médiateurs numériques, évidemment, et puis aussi des aidants, les aidants professionnels, puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui en première ligne à devoir accompagner, malgré le fait qu'ils ne sont pas formés là-dessus, des publics sur le numérique. Donc là-dessus, on a notamment coordonné, on coordonne d'ailleurs toujours la formation des aidants Connect. Peut-être que vous en avez entendu parler, je vous expliquerai juste après en quoi ça consiste, ainsi que la formation des conseillers numériques France Service. Et de plus en plus, on développe des contenus pédagogiques accessibles librement, qu'on propose à tout le monde sur notre site internet et qu'on peut aussi animer, bien sûr, à la demande. Enfin, on a une action un peu plus sectorielle, je dirais, c'est-à-dire que pour certains secteurs d'activité, il y a des besoins spécifiques, donc notamment dans le secteur de l'éducation nationale, dans le secteur de la solidarité, du développement économique et de la santé, on a des dispositifs expérimentaux particuliers pour accompagner les acteurs. Et enfin, donc notre fameux axe transversal qui correspond à notre rôle de tête de réseau. On cherche à créer du lien, à mettre en réseau les acteurs et ce, à l'échelle du périmètre qui nous est donné. Le périmètre, c'est celui de la région des Hauts-de-France, en organisant des événements, des webinaires, des conférences,
Typiquement, chaque année, il y a un événement qui s'appelle Numérique en commun, NEC, qui rassemble tous les acteurs de la médiation numérique. Donc nous, on organise le NEC local, le NEC des Hauts-de-France. Et cette année, on a eu la chance de recevoir le NEC national sur notre territoire. C'était il y a 3 semaines environ. Pour simplement vous donner une petite idée de l'équipe, de son volume, voilà, vous avez un petit trombinoscope. Vous voyez que c'est une équipe d'une quinzaine de personnes aujourd'hui. C'est pas mal quand même, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a 3 ans, il n'y avait que 2 personnes dans l'équipe. Donc, c'est quand même une structure qui a grandi rapidement et considérablement. Voilà. Donc, ce qu'on propose, nous, aux associations aujourd'hui, c'est bien évidemment de les accompagner sur tous ces enjeux d'inclusion numérique. Donc, on intervient sur le territoire, on est mandaté par l'État pour le faire, pour proposer des actions gratuites, bien sûr, c'est au service de l'intérêt général, qui sont réparties en 4 axes, je dirais. D'abord, on propose aux associations des temps d'information. On va venir parler, comme ce que je fais aujourd'hui dans le cadre de ces webinaires, de ce que c'est que le numérique, de ce que ça impacte au quotidien dans vos activités. Je vais pouvoir aussi balayer, bien sûr, les enjeux d'inclusion numérique, des solutions qui existent, des acteurs à connaître. Donc, c'est typiquement ce que nous sommes en train de faire. On va proposer de la montée en compétences, hein, ça rejoint le deuxième axe que je vous évoquais tout à l'heure au sein des assembleurs. Donc, on propose des modules pédagogiques qui sont soit accessibles librement, soit que nous, on peut vous proposer d'animer auprès de vos associations. Et enfin, troisième axe, on est plutôt sur, en cohérence avec notre mission au sens large, hein, dans une volonté de vous faire intégrer un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt 2 univers qui vivent en parallèle, le monde de la médiation numérique et le monde de la solidarité et le monde de l'action sociale, qui ont tendance à pas avoir encore beaucoup de relations partenariales. Et je pense que ça peut être important d'apprendre à se connaître pour justement créer peut-être des envies de travailler ensemble, pour peut-être orienter des publics vers l'un ou vers l'autre, pour pourquoi pas aussi donner envie à des acteurs du monde social et médico-social de devenir des acteurs de la médiation numérique aussi. Et ça rejoint d'ailleurs notre dernier axe où on propose aux acteurs qui le souhaitent d'être accompagnés dans la construction d'un projet de médiation numérique. Parce que si vous le voulez, pourquoi pas aujourd'hui, vous pouvez étoffer vos activités existantes en vous lançant dans un accompagnement de vos publics sur le numérique. Ça, c'était pour la presse des assembleurs. Là, ici, j'ai remis simplement quelques exemples d'actions qu'on a menées en 2022. Donc, notamment une grosse conférence en février l'année dernière qui avait regroupé une centaine de participants sur les liens entre la médiation numérique et la lutte contre la pauvreté. D'ailleurs, on est sur un projet en partenariat sans doute avec l'URIOPS pour reproduire un événement régional intéressant. Et puis, on a aussi créé 2 modules pédagogiques pour les aidants professionnels qui sont cités à droite et qu'on a animés à plusieurs reprises et qui fonctionnent assez bien. Voilà. Avant que je passe à la partie sur les solutions, est-ce que déjà il y a peut-être des questions ou des réactions sur ce que j'ai présenté sur les assembleurs? Non? OK. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors je suis Camara Bonco, animatrice pour les PEP Grantoises. Et j'aurais une question à vous poser. J'ai une question à vous poser par rapport à la montée en compétences des médiateurs numériques. Et c'est une question par rapport au support pédagogique. C'est sur un site précis, il y a un lien. Alors, en termes de contenu pédagogique en accès libre, c'est tout sur notre site internet, dans la D'accord. partie nos communs, parce que c'est ce qu'on appelle des communs pédagogiques. Après, sur la formation, par exemple, Aidant Connect ou Conseil numérique France Service, là, il faut s'inscrire à une formation et là-dessus, il y a des contenus spécifiques. Mais la formation des conseillers numériques France Service, pour l'instant, est terminée, on va dire, pour le premier lot de conseillers numériques France Service. Parce qu'il y en aura d'autres, visiblement. D'accord. Ça Très répond à bien. votre question? Oui, Oui? oui, d'accord, très bien, merci. OK. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue.
Donc, j'avais envie de vous présenter quelques exemples de solutions pour les associations. Finalement, peu importe notre secteur d'activité en réalité, on peut être amené à se dire: «Beh, qu'est-ce qu'on fait face à tous ces enjeux? Qu'est-ce que nous, en tant que professionnels, on peut, décider, de faire pour, trouver une solution?» Tout en prenant en compte les moyens qu'on a, les moyens humains, la disponibilité. Donc il y a déjà une première solution qui est celle d'orienter vers des opérateurs de médiation numérique. Là-dessus, nous, on considère que, bien évidemment, tout le monde n'a pas vocation à accompagner sur le numérique, même si aujourd'hui c'est un enjeu transversal qui touche l'ensemble de vos publics, et peut-être aussi des agents de votre structure. Vous n'avez pas forcément, comment dire, vocation à accompagner sur le numérique en plus de tout ce que vous faites déjà. Mais par contre, vous pouvez jouer un rôle de prescripteur. Et là-dessus, la prescription, je pense que c'est quelque chose que vous faites au quotidien. Bien évidemment, ça demande aussi de savoir détecter, diagnostiquer les situations d'électronisme. Mais là-dessus, nous, on peut vous accompagner, ou l'URIOPS, bien évidemment aussi, je pense. Et il existe un outil de référence que je vous présente qui est la cartographie des acteurs. Donc, sachez qu'il y a jusqu'à il y a peu de temps, il existait, elle existe d'ailleurs toujours, une cartographie régionale des acteurs de la médiation numérique qui avait été créée par le SILAB et qui était une cartographie collaborative qui donc était vraiment bien alimentée et plutôt à jour. Et cette cartographie a inspiré des travaux à l'échelle nationale pour harmoniser justement les données sur l'ensemble des acteurs qui existent en France. Ça a aussi été nourri par d'autres cartographies existantes en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans d'autres régions, bien sûr. Mais donc aujourd'hui, on a un outil, donc je pourrais vous envoyer ensuite la présentation et vous aurez le lien, qui permet de pouvoir démarrer une orientation. Donc, vous allez répondre à quelques critères comme la localisation où vous êtes et le type de public que vous accompagnez. Et ça vous donnera une liste d'acteurs qui peuvent répondre aux besoins de votre public. Vous pouvez aussi aller sur l'onglet directement accéder à la cartographie si vous préférez tout simplement zoomer sur la localisation où vous êtes pour repérer les acteurs autour de vous. Et vous pourrez à ce moment-là ensuite choisir en fonction du type d'accompagnement qu'ils proposent ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est une cartographie, c'est une base de données, plus exactement. Donc, ça ne remplace pas des relations partenariales privilégiées avec ces acteurs. Je pense que c'est quelque chose qui ne vous est pas inconnu. Quand on fait de la prescription, c'est toujours un peu difficile d'envoyer un usager vers un autre acteur, surtout si on ne connaît pas bien cet acteur, on ne sait pas exactement quelle est l'offre de service qu'il propose, puisque l'usager en question, il a une relation de confiance avec vous. Il ne va pas forcément se rendre dans ce lieu, même si vous lui dites de le faire. Et vous-même, vous avez quand même besoin d'être garant de la qualité de l'accompagnement qui sera proposé en face. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est bien évidemment utiliser ce type d'outil parce que ça vous permet d'identifier l'offre de médiation numérique qui existe autour de vous et qui pourrait répondre aux besoins de vos publics. Mais je pense que ça ne va pas sans la création de relations partenariales privilégiées. Donc, aller à la rencontre de ces acteurs, aller à la rencontre des conseillers numériques France Service autour de chez vous pour vous dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à vos publics. Est-ce que c'est plutôt de l'accompagnement sur des démarches administratives? Est-ce que c'est plutôt de l'accompagnement pour être autonome sur le numérique, pour utiliser l'ENT pour les parents, pour utiliser les outils de la e-santé? Voilà, ça dépend vraiment des besoins de vos publics. À vous d'identifier ce qui pourrait être le plus pertinent. Et bien sûr, pourquoi pas faire des petites périodes d'immersion pour voir comment ça se passe, ou en tout cas assister à un atelier de médiation numérique. C'est quoi finalement un atelier de médiation numérique? C'est peut-être simplement un cours informatique, mais peut-être que ça va plus loin. Voilà, moi je vous invite à essayer de découvrir cet univers et bien sûr à emmener vos usagers là-bas, même physiquement, voilà, avec vous, pour leur faire découvrir à leur tour. Merci Faustine. Il y a une réaction dans le chat. Oui. Jean Gréber qui pose la question: quel financement pour l'intervention d'un opérateur numérique pour une association? Alors, aujourd'hui, les conseillers numériques France Service, dont la formation et le salaire sont financés par l'État, peuvent intervenir gratuitement.
Bien sûr, je ne sais pas combien de temps ça durera parce qu'ils auront sans doute besoin de trouver à terme un modèle économique, parce que je ne pense pas que le financement de l'État soit non plus, enfin, ait vocation à rester à 100% pendant plusieurs années. Là, on est dans la période d'apogée grâce au financement du plan France Relance. Donc, c'est vrai que ça permet à tout usager ou toute structure de bénéficier d'une offre de médiation numérique gratuite. Peut-être que ce ne sera pas toujours le cas. D'ailleurs, dans certains lieux de médiation numérique, le service peut être payant. Enfin, ce sera toujours minime, hein, ça peut être une adhésion à la structure, voilà, mais ça peut parfois être payant. Merci Faustine. Ok, super. Merci. Du coup, pour finir, je voulais vous présenter 4 dispositifs clés en main, pour n'en citer que 4, parce qu'il en existe bien évidemment beaucoup, mais qui, à mon avis, sont quand même aujourd'hui très utiles quand on travaille dans la sphère de l'action sociale ou médico-sociale. Faustine, juste, Oui. oui, Faustine, juste il y a une petite question de dernière minute sur la cartographie. Julie Vendionnan demande si vous pourriez indiquer le lien pour accéder à la cartographie nationale. Oui, tout à fait. Alors là, comme j'ai pas le chat, comment je fais? Tu peux m'envoyer un mail et je pourrais le diffuser dans le chat. On peut faire comme ça. Et Ouais. de toute manière, on le mettra aussi peut-être sur le compte rendu de la réunion. Ça marche. Mais je fais ça, promis, juste après. Sur le site de l'ANEC, une autre question, la cartographie nationale? Elle est sur. Bon, après, je peux te le citer. Hein. C'est cartographie.sociéténumérique.gouv.fr. Il y a Johanna, justement, merci Johanna, qui a partagé le lien dans le chat. Merci beaucoup. De rien. On a toutes nos réponses. Merci. Super. Ok. Donc après, pour finir sur des dispositifs qui, à mon avis, peuvent vous être utiles au quotidien, il y a d'abord Aidant Connect. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est une habilitation qui permet de faire les démarches administratives en ligne à la place de l'usager et aussi avec l'usager, parce qu'on peut être avec un double écran à côté de l'usager en train de l'accompagner à faire les démarches. Ce n'est pas forcément complètement se substituer à lui pour le faire, mais c'est surtout une habilitation qui permet de faire ces démarches administratives, quand c'est souvent le cas hein, dans notre univers, on doit, pour certaines démarches, être avec l'usager dans certaines situations, notamment dans certaines situations un peu urgentes. Et à ce moment-là, on a besoin quand même de le faire de manière sécurisée sur le plan légal déjà, parce que aujourd'hui, l'habitude qu'on peut avoir de noter dans un petit calepin, ou pire encore sur un post-it, la liste des identifiants et des mots de passe de nos usagers et de le mettre dans le tiroir, c'est pas très RGPD compatible. Voilà. Donc, c'est mieux de passer par l'habilitation Aidant Connect, et plus encore, si vous faites des démarches administratives en ligne à la place de l'usager, vous devez être habilité Aidant Connect. En l'occurrence, ça vous ouvre un mandat sur France Connect. Donc, c'est l'usager qui va valider le mandat qui vous octroie pour telle ou telle démarche. Donc, c'est précisé pour quel type de démarche. Il peut sélectionner toutes les démarches possibles et pour telle ou telle temporalité. Donc, ça peut être sur une temporalité courte, ça peut être pour 6 mois, ça peut être pour 1 an. Et ça vous permet à ce moment-là de vous connecter et de faire à sa place ou avec lui. Bien évidemment, moi, je vous recommande de solliciter l'habilitation Aidant Connect si ce n'est déjà fait. C'est très simple, c'est gratuit et ça dure qu'une journée. Voilà, donc je vous invite fortement à le faire si ce n'est déjà fait, si ça vous concerne en tout cas. Deuxième dispositif que je tenais à vous présenter, c'est celui des passes numériques. On peut appeler aussi parfois les passes haptiques, du nom de la société qui les labellise. Donc, très concrètement, ça se présente comme un ticket restaurant. Physiquement, c'est vraiment voilà, un carnet de tickets en papier qu'on distribue aux usagers qu'on a identifiés en difficulté avec le numérique. C'est-à-dire, ils auraient besoin de faire quelques cours d'informatique, si je résume, pour pouvoir bénéficier des services de médiation numérique. Alors, pourquoi? Puisque tout à l'heure, justement, la question était posée, mais la médiation numérique, ce n'est pas gratuit. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Et notamment parce que effectivement, des fois, ça peut être juste une petite cotisation qui est demandée, et ça peut être suffisant pour freiner les usagers les plus en difficulté financièrement. Donc, leur proposer
un carnet de passe numérique peut leur permettre de payer soit une partie, soit la totalité du service de médiation numérique qui leur sera proposé. Et puis surtout, le pass va être distribué avec une liste de lieux qui sont qualifiés aptiques, qui sont des lieux donc, qui répondent à un certain nombre de critères pour accompagner un usager sur 5 ateliers minimum. Et donc, à ce moment-là, ça permet à l'usager de se rendre dans ce type de lieu et d'être accompagné vers l'autonomie. Vous pouvez donc vous positionner en tant que prescripteur de passes, c'est-à-dire vous pouvez demander à distribuer des passes numériques aux usagers. Et à ce moment-là, vous aurez un stock de passes qui vous sera donné pour que vous puissiez distribuer. Soit vous pouvez aussi identifier les lieux qui sont prescripteurs et les lieux qui sont labellisés aptiques pour pouvoir orienter vos usagers vers là-bas. Ensuite, il existe la plateforme des bons clics qui avait été créée à l'origine par Emmaüs Connect et aujourd'hui, c'est porté par WeTakeCare. C'est une plateforme qui est une mine d'or en termes de ressources pédagogiques vraiment ludiques et accessibles sur le numérique. Ça permet d'aborder énormément de sujets. Vous pouvez aussi même faire un diagnostic en ligne du niveau d'électronisme de la personne. Donc, soit vous pouvez l'utiliser vous, en tant qu'aidant, pour venir piocher des ressources pour accompagner vos publics, si vous avez voilà, le temps et l'envie d'accompagner les publics là-dessus. Soit vous pouvez directement orienter vos publics vers cette plateforme. C'est gratuit, hein, simplement il faut se créer un compte, c'est tout. Et ils pourront venir piocher des informations qui les intéressent. Bien sûr, pour les plus éloignés du numérique, peut-être que ce sera un petit peu difficile d'accès, mais honnêtement, elle est très intuitive, elle est très bien faite. Et voilà, ça peut vraiment répondre à des cas concrets, des besoins au quotidien. En plus, il y a beaucoup de ressources qui sont dans plusieurs langues pour les publics qui ne parlent pas français. Donc voilà, je vous recommande de l'utiliser. Elle est vraiment très bien faite et elle est alimentée très régulièrement avec de nouvelles ressources. Et pour finir, je voulais vous présenter les coffres-forts numériques. Ça, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Les coffres-forts numériques, ce sont des espaces de stockage numérique qui permettent d'enregistrer des documents administratifs, tout particulièrement, ou d'ailleurs, ça peut être aussi des mots de passe, ça peut être tout ce qu'on veut, de manière sécurisée. Donc, il existe plusieurs coffre-fort numérique. Je ne vais pas faire la pub d'un opérateur, mais sachez que Reconnect, qui fait partie du groupe SOS, est une structure qui propose un coffre-fort numérique relié à l'accompagnement de l'aidant auprès d'usagers. Donc, c'est-à-dire que l'usager va pouvoir recevoir des rappels des prochaines échéances à venir. L'aidant va pouvoir suivre l'accompagnement qu'il fait avec cet usager, tout sur la même plateforme, et accéder aussi aux documents, parce que l'usager peut proposer une fonctionnalité de partage de ces documents avec celui qui l'accompagne au quotidien. Donc, c'est plutôt bien fait. Voilà, moi, je vous suggère d'ouvrir des coffres-forts numériques, notamment aux publics les plus éloignés, je dirais, comme les sans-abri, voilà, les personnes qui ont tendance à souvent perdre leurs documents administratifs et en plus souvent avoir besoin de les renouveler. Mais ça peut s'adapter à beaucoup de publics de l'action sociale. Typiquement, il y a énormément de CCAS aujourd'hui qui utilisent le coffre-fort numérique de Reconnect. Il existe aussi d'autres typologies de coffre-forts numériques, mais voilà, je ne vais pas tous vous les présenter. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Faustine. Il y a 2 questions dans le chat. Une de Monsieur Camara. Connaissez-vous des acteurs d'inclusion numérique qui interviennent directement dans les quartiers populaires, prioritaires, pardon? Alors, oui, il y en a. Après, ça dépend où, parce que sur la région des Hauts-de-France, l'offre de médiation numérique est extrêmement disparate. Je ne vais pas vous mentir, sur la MEL, par exemple, dans le Nord, il y a quand même beaucoup plus d'acteurs que dans certains lieux reculés de l'Oise ou de l'Aisne. Mais voilà, je ne sais pas, ça dépend où. Merci. Et une autre question aussi de Monsieur Grébert. Où demander ces passes numériques? Alors, très bonne question. Vous êtes où? Pareil, même question. Ça dépend où vous êtes. Peut-être Monsieur Grébert, vous pouvez prendre la parole ou répondre dans le chat. Il y a plusieurs Oui, je vous commentaires. entends, je vous très entends, bien. pas de problème. Alors, en fait, oui, il y a plusieurs
types de commanditaires, en fait. Selon là où vous êtes, ça peut être soit la région des Hauts-de-France qui gère les passes numériques et donc la distribution aux opérateurs, soit ça peut être le département ou l'intercommunalité, voire parfois c'est Pôle emploi. Donc, en fait, ça dépend un peu de là où vous êtes. Mais voilà, le plus simple, c'est de se rapprocher de l'intercommunalité. Voilà, le premier niveau, je dirais, des pouvoirs publics, et puis après, de remonter le cas échéant. D'accord, je suis près de Dunkerque. Hein, donc, D'accord, ok. Oui, donc oui, je vois. Alors, marche. moi, c'était vraiment sur la région des Hauts-de-France. oui. Sur toute la région. Ça, c'est la région des Hauts-de-France qui vous a distribué les passes? C'est ça ce que vous voulez dire? Non, non, concernant la question que j'avais posée dans la conversation. Ah, pardon. Oui, pas de souci. J'étais toujours sur les passes. Donc, sur les lieux où dans les quartiers prioritaires, il peut y avoir des lieux de médiation numérique, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bah, alors, vraiment, c'est extrêmement varié. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il y a Pop Café qui est un des acteurs que j'avais mis dans le petit puzzle de l'écosystème de l'inclusion numérique. Eux, ils se positionnent délibérément dans les quartiers prioritaires pour pouvoir aller au plus proche des publics, voilà, des publics de la politique de la ville. Donc, les Pop Café, ils ont 5 lieux aujourd'hui dans les Hauts-de-France, donc ils ne couvrent pas tout le territoire. D'accord. C'est un exemple, mais vraiment, je vous invite à regarder sur la cartographie et de zoomer autour de là où ça vous intéresse. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a une intervention aussi dans le chat d'Aurore des Basses pour dire qu'il y a l'exemple de la CAL, la CAL, ouais, Communauté Agglomération Lens-Liévin, c'est ça, qui distribue les passes numériques aux communes, centres sociaux, etc. Tout Sur à fait. initiative. Oui, oui. C'est ça. Ça peut être soit l'échelon intercommunal, soit ça va être au-dessus, quoi, départemental ou régional. Une autre question aussi assez courante, est-ce qu'il sera possible de recevoir les slides de cette présentation? Bien sûr. Je pense que oui. Oui. On vous les enverra à l'issue du webinaire. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on finit à l'heure. Ça, c'est toujours agréable. Eh bien, merci beaucoup, Faustine, pour cette intervention. C'était très intéressant. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me les faire parvenir et puis on tentera d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Merci à vous. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question de travaillez-vous avec le réseau Canopé et ARRE? Je ne connais pas. Oui, l'art. Ouais, Oui, l'art. oui, on travaille ensemble, oui, tout à fait.